C'était donc la 34e édition du COMESA, le marché commun pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, qui s'est déroulé à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le thème, c'était industrialisation, décidément, industrialisation inclusive et durable. Alors la question que je pose, que la problématique, si vous voulez, de notre émission, c'est pourrait-on assister à une véritable communauté économique africaine, au même exemple que la CEE, donc la Communauté économique européenne, qui a été mise en place en 1957. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités, Madame Farida Choubachi, journaliste et écrivain. Merci d'être avec nous. Pas besoin de vous présenter. Hein. Et notre cher invité, nous avons, alors Monsieur Dr Mahani, c'est ça? Adel Mahani. Adel Mahani, c'est ça. Donc Adel Mahani, vous êtes président de l'association euro-méditerranéenne pour le développement durable en Égypte et déjà installée à Paris. C'est une association selon la loi. C'est une association franco-égyptienne, c'est ça? Française, ouais. Mais les membres sont des membres, des experts en fait égyptiens qui travaillent à l'étranger en fait. Donc le but c'était d'harmoniser, de regrouper ces expériences pour servir actuellement les boursiers de l'économie égyptienne. Vous vous permettez alors, Madame Farida Choubachi, 2 minutes. Vous pouvez juste nous parler de cette association parce que voilà, vous parlez d'experts égyptiens qui vivent en France. D'abord, est-ce que c'est dans toute la France ou je suppose que vous êtes basé à Paris, donc je ne sais pas si Égyptiens de France peuvent y adhérer. Si vous pouvez nous en parler, quelles sont vos activités très rapidement? En fait, la notion, c'est pas uniquement français, c'est-à-dire c'est une association euro-méditerranéenne. C'est-à-dire nous, notre souci actuellement, c'est de comment peut-on contacter nos collègues, pas seulement en France, mais partout en Europe, harmoniser nos efforts, nos activités, notre façon de penser, effectivement pour présenter un projet, pour donner des consultations. Par exemple, prenons par exemple l'énergie renouvelable. L'association est basée sur quelques think tanks, si vous voulez. Énergie, santé, éducation, économie. Et actuellement, notre think tank énergie fait un travail formidable. Il essaie de donner des consultations, des conseils pour les entreprises égyptiennes qui souhaitent rentrer dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et je crois que la conférence de Sharm el-Sheikh, la question de l'énergie, elle était presque dominante. Donc notre souci maintenant, c'est donner des conseils. Comment peut-on se mettre en contact avec des entreprises européennes? Comment peut-on choisir la technologie la plus adaptée au climat égyptien, aux besoins d'Égypte? Voilà, c'est une sorte de transfert des connaissances, transfert des technologies, justement pour rapprocher nos collègues égyptiens qui le minimum sont passés au moins 30-40 ans à l'étranger. Donc on dit, ça y est, c'est maintenant, il faut se réveiller parce que l'Égypte se réveille. Donc ce sont plutôt des Égyptiens experts. Hein. Moi, j'ai une question oui, à tout à poser. fait. Oui, je vous en... Entre parenthèses, toujours, oui. Non, c'est qu'en parlant de l'énergie renouvelable, est-ce qu'on a pris en compte, paraît-il, moi j'ai lu quelque part, qu'il y a tellement l'Égypte est un pays ensoleillé, fournir de l'électricité solaire, avec l'énergie solaire, l'électricité au monde entier. Est-ce que c'est vrai ou il y a un peu d'exagération? Non, tout à fait, certainement, tout à fait. L'Égypte est comptée parmi les plus ensoleillés dans le monde. Oui. Donc nous avons le soleil, et le soleil gratuit. Donc les pays européens cherchent à adopter cette technologie, et le manque de soleil, mais actuellement nous sommes en train maintenant de négocier avec des entreprises françaises, allemandes et d'autres, effectivement pour faire une sorte de transfert de technologie, mais la technologie et pas avec n'importe quel prix, parce qu'il faut dire entre parenthèses quand même que l'énergie renouvelable elle est chère. Donc nous on cherche une certaine adaptation de cette pas de nouvelle technologie parce qu'elle est connue depuis longtemps, adapter cette technologie au climat d'Égypte et qui bien sûr soit abordable. Je peux continuer? Allez, rien pour vous. Juste ça, c'est la dernière. Je veux dire que l'installation est chère et les stations électriques sont chères. Il paraît que c'est très rentable à long terme. C'est-à-dire qu'après, la fourniture de l'électricité sera beaucoup moins chère qu'actuellement. Voilà, effectivement ici c'est la question culturelle en fait. Et ça c'est le rôle des médias et le rôle de sensibiliser
égyptiens. Oui. Si aujourd'hui vous payez une telle somme, mais dans 10 ans, 15 ans, vous ne payez rien pour vos électricités, Ou c'est presque, c'est un rien bon ou choix. presque, oui. C'est un bon choix. Mais cette notion de long terme et de la rentabilité en long terme, ça vraiment c'est un souci parce que bon, le consommateur, bon, il cherche. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de mettre une somme d'argent, une grosse somme d'argent pour attendre encore 10-15 ans, est-ce que je serai là, qui profite de ça. Donc c'est une question d'éducation également et ça va rentrer dans le programme de notre prochaine conférence fin avril à l'occasion de Fête du Sinaï pour effectivement parler du rôle des médias, de l'éducation. Dans les domaines de développement durable en général et les solaires. Alors, en plus, allez-y, non, oui, en oui. plus, non, je veux dire, en plus, tous les moyens, comment dire, les carburants pour pour créer l'électricité sont épuisables. Alors que le soleil, Oui. il est éternel, le soleil. Non, C'est mais vrai. pour revenir à ce que vous avez dit, il y a vraiment des recherches qui ont confirmé que Ouais. une parcelle du désert en Égypte, même si peut-être certaines personnes pensent que la planète c'est exagéré, mais enfin si on prend de dire rien que le désert égyptien est capable d'alimenter toute l'Afrique en énergie. Il paraît, oui. Oui. C'est donc nous avons, je crois, plus de 2500 mégawatts par an par rapport à l'énergie. Comme ça, vous me corrigez. Et en plus, on ne paye rien. C'est-à-dire, et en C'est plus, l'installation, oui. on n'est pas tout le temps menacé de rupture Oui, voilà. de provision, n'est-ce pas? D'accord, voilà, exactement. Dernière, juste petite question, combien de membres vous êtes à l'association? Nous sommes à l'origine le bureau classique, Ouais. président, vice-président, etc. 4 personnes qui conforment le bureau, Ouais. conseil d'administration à peu près une quinzaine de personnes, donc grosso modo à l'intérieur les décideurs à peu près une vingtaine de personnes, mais commencer d'avoir des adhérents de partout parce qu'on a fait deux conférences à Genève et quelques workshops à Paris, à Lyon et on a un projet de partir à Londres pour contacter nos collègues londoniens qui vivent à Londres. Et on a commencé de sortir un peu de la France. C'est vrai, l'association est une association française, mais c'est pas ça notre but. Notre but, c'est de contacter comment arriver à nos Égyptiens partout en Europe qui s'intéressent par la question du développement durable en Égypte. D'accord. C'est très bien, c'est vraiment très très bien. Eh bien, on aura peut-être l'occasion d'en C'est parler. louable, ça, Oui, c'est vraiment bien sûr. un- Eh ben, je Nous souhaite aurons- que, chère madame, vous êtes invitée d'intégrer cette association, bien sûr. C'est un Oui, honneur bien pour sûr. nous. Bien Parce sûr. qu'on a besoin des médias, en fait. On a besoin Ouais. des médias et il a un rôle très, très important dans la diffusion de cette notion de développement durable. Très bien. Alors, aurons le privilège d'en parler une autre fois. Bien sûr, c'est une association que l'on aimerait bien sûr développer. Voilà, pour revenir à notre sujet, 1957, la CE, donc la Communauté économique européenne, 1960, c'est le COMESA, donc le marché commun pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Est-ce que c'était l'esprit de ce marché commun qui régnait à l'époque? D'autant que si on parle des années 60, on parle des pays africains. Oui. Il ne reste que quelques pays de l'Afrique du Nord. 2 ans plus tard, ça serait 2 ou 3 ans plus tard, c'était l'Algérie qui accédait à son indépendance avec le traité d'Évian. Donc beaucoup de pays africains déjà qui commençaient à acquérir leur indépendance. Est-ce que donc c'était dans cet esprit de marché commun qu'a été mis en place ce COMESA? Oui, parce que moi je pense que le point de départ, c'était aussi l'indépendance, pas seulement politique ou nationale, mais l'indépendance économique. Ça, c'est très important. Moi, je n'oublierai jamais une phrase de Nasser qui a dit « Celui qui ne maîtrise pas, qui n'a pas le pouvoir d'avoir sa nourriture quotidienne, ne peut pas avoir une décision libre. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir une décision indépendante. » Donc, les pays africains ont été ravagés par le colonialisme, il faut le dire. Ils n'ont pas été des sanitouches avec nous. Ils n'ont pas été miséricordieux aussi. Mais le problème, c'est qu'après l'indépendance, moi je pense que les pays africains se dirigeaient vers une indépendance économique via la complémentarité africaine. C'est-à-dire, s'il y a un pays africain agricole qui peut produire, par exemple, disons, des millions et des millions de tonnes de blé ou de maïs. Bon, il peut suffire tout le continent africain. S'il y a un autre pays qui a par exemple des matières premières, peut industrialiser, il peut avoir l'aide
de spécialistes de ce pays ou d'un autre. C'est comme ça, la complémentarité africaine, c'est vraiment l'idée ou la stratégie la plus rentable et la plus utile aux pays africains. Oui, alors, Adel, En fait, ça rentre dans une notion un peu ancienne maintenant de la globalisation de l'économie. Donc, il n'y a pas un seul pays qui tient la route seul. Donc, on a toujours besoin d'intégrer un ensemble de pays qui forment une certaine puissance dans ce monde, qu'un pays tout seul ne peut pas faire face aux problèmes économiques, etc. Et c'est vrai, la question politique, je suis d'accord avec vous, la question politique, l'indépendance, etc. Mais bon, c'était une phase qui était terminée actuellement. Mais c'est vrai, l'indépendance actuellement, c'est l'indépendance vis-à-vis le besoin économique, le problème économique. Mais laissez-moi vous dire une chose. Actuellement, l'Afrique, et le cas de l'Afrique, ce projet d'intégration économique, parce que le marché commun, c'est une étape parmi d'autres étapes de l'intégration économique, de la théorie de l'intégration économique. Mais ce que je souhaite, en fait, ça ne restait pas quand même une décision au niveau d'État. Il faut cette notion d'intégration économique, ça passe partout, les sociétés civiles, les individus, etc., pour comprendre que nous n'avons pas de choix d'être seuls. Il faut travailler tous ensemble au niveau d'État. Donc, pour l'État africain, ce n'est plus un choix actuellement. Et vu maintenant comment le monde, les jeux géostratégiques, etc., ça nous pousse, ça nous invite de se couper. Nous, en Égypte aussi, l'Afrique, c'est une partie de l'Égypte. L'Égypte est une partie de l'Afrique. Donc actuellement, je suis très satisfait d'ailleurs de la politique étrangère extérieure de l'Égypte actuellement, parce qu'on met l'accent sur le rôle principal, le rôle central de l'Égypte en Afrique. Je crois qu'au lieu de chercher encore à aller au-delà de la Méditerranée, au-delà de chercher en Chine, les BRICS, intégrer le Brésil, la Russie, la Chine, etc. Pourquoi actuellement, pour parler d'actualité, l'Égypte souhaite intégrer la banque asiatique mise en place par Pékin. Bon, l'Asie fait aussi partie de l'Égypte. Bien sûr. Oui. Ça ne veut pas dire que quand on dit la complémentarité africaine et l'entraide africaine à tous les plans, ça ne veut pas dire qu'on va couper les relations avec le reste du monde. Au contraire. Pas du tout. Au contraire. Ce que j'ai remarqué, vraiment, notre politique étrangère actuellement, c'est marqué par cette sorte d'équilibre. Elle est très équilibrée, elle est ouverte à tout le monde. Et ça, vraiment, c'est un choix très, très réussi de la part des décideurs politiques en Égypte. Alors, je profite de vous quand même, Madame Choubachi. Je sais que vous adorez cette époque. Nasser, justement, lorsqu'il avait cette vision panafricaine, quelle était sa pensée? C'était une première, c'était nouveau. Personne n'avait souhaité ou n'avait pensé à cette union panafricaine. Quel était son objectif? Pourquoi est-ce qu'il y croyait? Et comme l'a souligné à raison M. Mahani, il y a un retour en Afrique. Est-ce qu'on peut comparer les deux époques ou les enjeux sont différents? Non, je veux dire que l'orientation est la même. Oui. Parce que lui, il avait un rêve. Nasser, il avait un rêve pour le peuple égyptien, le peuple arabe, les peuples africains, tous les peuples du monde. D'ailleurs, il a aidé plein il ne faut pas oublier que quand Che Guevara est venu ici, il a rendu visite à l'Égypte, il a dit à Nasser, votre victoire à Port Saïd était notre espoir pendant qu'on faisait la guerre dans les montagnes. C'était un idéal. C'est pour ça qu'il y a un retour. Pourquoi il est resté dans la conscience collective de beaucoup de peuples, pas que le peuple égyptien ou le peuple arabe. Il ne faut pas oublier que c'est le seul dont les effigies ont été brandies pendant les deux révolutions, n'est-ce pas? Oui. Par des générations qui ne l'ont même pas vu. Oui. Mais il faut faire travailler un peu la tête. Moi, je l'ai vu, moi j'ai vécu. J'ai vécu la période où brandir comme ça un passeport égyptien, ça retirer des salutations et C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé d'un projet ou d'une... il n'avait pas de visée sur n'importe quel pays. Il avait une vision, au contraire, pour les peuples. Et ça ne peut pas être démodé. C'est-à-dire, quand on parle de justice sociale, quand on parle de liberté, quand on parle d'indépendance nationale, c'est pour ça que